Le réalisateur Matt Reeves a déclaré vouloir réinventer, moderniser le personnage de Mr. Freeze avec quelque chose de plus réaliste et paf, au JO d'hiver, un athlète finlandais se gèle le pénis sur l'épreuve de marathon de ski de fond. Moi je pense qu'on peut s'arrêter là, on fera jamais mieux comme origin story. Adieu Mr. Freeze et longue vie à Stalactub. J'imagine déjà la critique de Télérama qui voit dans ce nouveau Mr. Freeze une critique subtile du patriarcat et de la colère froide qui l'habite. Je vois aussi tous les marchands de Yeti faire des éditions spéciales un petit peu trash qui s'appellent Cessu. Enfin bref, ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 337e JT Comics. Koh-Lanta a redémarré hier et on n'a toujours aucune édition avec des super-héros. Pourtant, ça nous permettrait de les voir dans leur plus beau maillot, comme le pire des swimsuits special des années 90. Il y en a certains, il n'en faut pas beaucoup pour qu'on voit leur totem d'immunité. Sans plus attendre, il est temps de nous plonger dans les news de la semaine. Demi-dollar. C'est la news insolite de la semaine, on va se faire un petit point G, plutôt un petit point G, le G de G Unit, puisque 50 Cent, Curtis Jackson, demi-dollar en français, a produit également, avec la branche média de son label, des séries telles que Power, telles que For Life, et là, celui qu'on a vu récemment en mode chauve-souris à la mi-temps du Super Bowl, en mode Indabad Club, va adapter une série de comics des années 90 qui s'appelle Xero, c'est par Chris Cross et Monsieur Christopher Priest, un scénariste de génie à qui on doit notamment la modernité chez Black Panther, il a fait un run qui est considéré comme beaucoup comme le run emblématique sur le personnage, il a fait du Deadpool, on lui doit également du Power Man, Luke Cage, on lui doit du Iron Fist, on lui doit aussi chez Valiant Comics, Bliss Comics en VF, la co-création de Quantum and Woody, cette espèce de buddy comics, son approche noire, réaliste, assez déconstructrice des super-héros et super audacieuse au final, et on se rappelle de son Spider-Man versus Wolverine, fin des années 80, début des années 90, où Spider-Man tuait quelqu'un par inadvertance, lisez-le, je vous en dis pas plus sur les conditions, mais ça a quand même un petit peu changé le personnage à jamais, pour les scénaristes qui s'en souviennent. Ce n'est pas un projet Warner puisque Priest a récupéré les droits sur sa série, et Xero c'est l'histoire de Coltrane Walker, un athlète de haut niveau, basketteur, qui est aussi devenu agent secret du gouvernement américain, et qui en plus a une bonne technique pour dissimuler ses traits puisqu'il change de couleur de peau, lui il est noir, et il se grime en blond aux yeux bleus, l'inverse de ce que faisait Antoine Griezmann, qui a apparemment dû travailler au moins un soir dans sa vie pour le renseignement français. Bon, après il y a un aspect rat de laboratoire super pouvoir à la Wolverine, mais ça vous pourrez le découvrir directement dans la série, puisque les comics en VF ne sont pas sortis, mais on sait jamais, ça pourrait changer la donne. Action! Dans l'actu ciné, je me suis régalé de voir des photos en haute qualité de tournage, des photos du costume de Batman, la version Michael Keaton, qui vient rempiler dans son rôle de Bruce Lepers pour la 4e fois à la suite. Après le film The Flash, il y aura une apparition dans le film Batgirl, et c'est très noir, c'est très classe évidemment, mais pas aussi classe que le noir du blouson en cuir du Superboy, la version vraiment conçue par Tom Grummett dans les années 90, comme on verra dans la série Superman and Lois, qui a l'air d'être toujours autant alléchante. J'ai pas encore trouvé un moment vraiment pour la regarder. C'est toujours très excitant de voir le 2D des planches transposé en 3D, même si parfois on peut être un petit peu déçu, comme quand tu rencontres un match Tinder et que tu te dis tout doucement, t'es un petit peu une mauvaise adaptation de ta photo de profil. Sinon, Kevin Feige a déclaré que Avengers Endgame était le dernier film Avengers, mais on les connaît les astuces, il reste encore les New Avengers, les Secret Avengers, les Young Avengers, les West Coast Avengers, les Dark Avengers, les Avengers chez Marvel, c'est comme les MST au bois de Boulogne, on n'en manquera jamais. Et puis alors, excellente nouvelle, demi-molle au carré, puisqu'on a vu un aperçu de la série animée The Boys, qui sera un format anthologie, avec plein d'épisodes par des scénaristes différents, dans des styles d'animation différents, et on a vu celui qui sera scénarisé par Monsieur Garfenis, qui est le co-créateur de The Boys avec Derek Robertson. Un des regrets de l'équipe que l'adaptation de The Boys ait pris autant de temps, se soit fait aussi tard, ça a été beaucoup repoussé, c'est que Simon Pegg était trop vieux du coup pour incarner Little Huey, alors que c'est lui qui a clairement servi d'inspiration au personnage à Derek Robertson, donc il avait joué le papa de Jack Quaid dans la série, mais là c'est lui qui va doubler Little Huey dans la série. La justice est rendue et ça sent vraiment le gros carton. Un petit peu plus indé mais tout aussi culte, Berkeley Breathed, qui va coproduire et coécrire l'adaptation en série animation de son propre comic strip culte qui a quand même gagné un prix Pulitzer, Bloom County, qui met en scène des personnages un petit peu loufoques, totalement loufoques, même dans une ville des États-Unis. Et alors je vous en avais parlé au moment où il avait rendu hommage à Bill Watterson en venant incorporer Calvin et Hobbes dans Bloom County. L'Union. Il y a des nouvelles qui font plaisir. Aujourd'hui, on va parler de George Pérez, l'artiste, le scénariste à qui les comics et leurs adaptations sur grand écran doivent
énormément, qui s'était déclaré il y a quelques semaines atteint d'un cancer du pancréas au stade de 3, hein, et donc celui qui avait dit que rien n'aurait pu l'empêcher de devenir un artiste de comics, ben, s'est fait connaître justement hein, en illustrant des titres d'équipe. C'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de personnages, c'est un petit peu comme si tu veux dessiner les grosses soirées de DSK, hein, mais lui ça lui fait pas peur, il a fait les Avengers, après il a fait la Justice League, on lui a filé les clés du crossover, hein, Crisis on Infinite Earth, hein, là tu sais que c'est peut-être pas la Rolex à 50 ans, mais tu sais déjà que tu as réussi et qu'on te fait confiance, et puis après il était carrément devenu scénariste, hein, là c'est le niveau où tu as les clés du patron de chez Marvel et de chez DC, hein, puisqu'il avait fait le Wonder Woman, il avait proposé un run très innovant, très modernisant de Wonder Woman, puis il était revenu chez Marvel pour une petite période cosmique avec le gant de l'infini de Jim Starlin, du Thanos, avec un petit peu de Gamma également, avec le Peter David et la version imparfaite futuriste de Hulk, et puis après, alors la grande consécration, c'est quand on lui avait filé le titre d'équipe ultime, Justice League versus Avengers, un titre qui avait mis du temps à se faire parce qu'il faut quand même mettre d'accord deux géants qui se faisaient un petit peu de la compétition à l'époque, mais qui s'est fait hein, avec le scénariste Kurt Busiek. C'est dessiné par El Giorgio, c'est la dernière collaboration en date entre les Big Two, et évidemment ça n'a jamais été réimprimé depuis 2008 parce que maintenant il faut passer par les départements juridiques de la Warner et de Disney. On en revient en soirée de DSK, ça aurait été un beau bordel, sauf que là il y a des gens qui se sont donné du mal chez Marvel, chez DC, pour faire en sorte que ça arrive, pour négocier, et via The Hero Initiative, qui est un fonds caritatif qui vient en aide aux auteurs, aux artistes de comics, qui a été cofondé par George Perez, et bien on va réimprimer 7000 exemplaires de ce crossover emblématique. Alors il y en a qui disent pourquoi 7000, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais apparemment des rumeurs disent que c'est le maximum qu'ils pouvaient imprimer dans les temps impartis. Vous savez qu'il y a des crises du papier, du transport. Et pour ceux qui continuent de critiquer en disant gna gna gna, ils font ça pour gratter de la pub, hop hop hop, allez vous faire une petite randonnée en forêt, cosplayer en Rocket Raccoon ou en cycliste le jour de l'ouverture de la chasse, ça vous remettra les priorités en place, hein. Même si Marvel et DC font ça pour surfer sur la vague de charité ou parce que quelqu'un maintient leur couille au-dessus d'une déchiqueteuse, il y a des fois hein, où l'intérêt cupide sert l'intérêt commun, et là c'est très bien, donc longue vie à toi George, un courage pour ton combat. Purement comics. Là, il y a une avalanche de bonnes news comics et on commence chez Marvel avec des inquiétudes qui se dissipent puisque dans le Punisher numéro 3, on verra la toute première fois, hein, celle qu'on n'oublie pas, celle de Frank Castle, la première fois qu'il a tué. Alors on sait que c'est sa réinvention où il a pris en main l'organisation ninja éponyme, mais c'est la première fois dans l'histoire de Marvel que les ninjas, la main, devraient s'inquiéter de l'influence sur eux de leur nouveau chef qui va privatiser cette armée de tueurs tout simplement. C'est un petit peu comme quand le Covid a décidé de choper Elisabeth II, hein, et pas l'inverse. Hein. On sait très bien que dès qu'il était rentré dans l'organisme de la reine d'Angleterre, c'était fini pour lui, plus besoin de Pfizer, hein, une goutte de sang de mamie Britain et on a un nouveau vaccin. Moi j'étais un petit peu étonné de voir que Marvel continue, pas une forme d'hypocrisie, mais quelque chose qui peut mener à un drôle de raccourci, un tout droit. Hein. Le Punisher serait fan depuis sa plus jeune enfance, si on en croit la couverture, de Captain America. C'est quelque chose qui est totalement récurrent dans les comics. On se souvient hein, des premières fois où ils se sont rencontrés, qu'il trouve que c'est le soldat idéal quand il ne veut pas se battre contre lui pendant la Civil War, alors qu'il vient de dégommer, quand même, de tuer deux vilains venus se rallier au camp de Captain America. Donc il a quand même ses principes, mais des fois ils sont chelous. Et en même temps, ça laisse entrouverte une porte que je pensais que Marvel voudrait fermer pour de bon, hein, puisqu'on peut très bien faire le raccourci, hein, loi du talion, armée américaine, patriotisme, et donc on peut encore retrouver le Punisher sur les uniformes de l'armée américaine sans problème. Après, l'autre débat, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de venir intercaler des meurtres dans l'histoire passée du Punisher, hein, de faire de la continuité rétroactive. Est-ce que finalement, c'est un petit peu comme Batman, on cherche toujours à réinventer, oui, mais là le collier de perles là, n'a été pas tombé sous cet angle, alors sa maman, en fait, elle est... Au bout d'un moment, c'est bien d'aller de l'avant, un petit peu comme dans la meilleure série sur le Punisher, qui est la série Punisher Max, où Garcenis avait dit non, non, moi ça reste un vétéran du Vietnam, mais au final il avait fait un vieux Punisher, le futur toujours. Chez DC, un nouveau Batman qui va réunir l'équipe d'Oliver, hein, qui était une reprise d'Oliver Twist assez moderne, qui est Gary Whitta, qui en doit, hein, le co-scénariste de Rogue One, et Darick Robertson, qui est le co-créateur de The Boys, de Transmétropolitan. Ces planches sont toujours pleines de vie, c'est toujours des dingueries visuelles, donc il me tarde de lire cette histoire où Superman n'est pas là, il est absent, alors soit il est en RTT, soit il a été invité par le Homelander au Herogasm, mais en tout cas c'est Batman qui va devoir faire face
seul, ou qui va prendre en main les choses, hein, avec toute son équipe de super-héros, à une invasion extraterrestre. Alors, pour se délocaliser, il va aller dans son Airbnb préféré, il va prendre directement s'emparer de la forteresse de solitude de Superman, il va en faire Big Brother. Ça s'appelle Bat Fortress et ça sent le truc complètement épique. Hein. Et puis chez Marvel, ça part en couille complètement puisqu'ils ont déposé un brevet à la propriété intellectuelle pour un titre qui s'appelle Dark Web, des comics. Alors ça va être Spider-Man qui s'amuse à sauver des bébés dans la journée pour pouvoir les commander le soir sur des sites internet complètement marécageux. Seul l'avenir nous le dira. Et puis chez DC, excellente nouvelle, excellente équipe puisque enfin Aquaman va avoir droit à son histoire sur le Black Label. Vous savez, c'est le label adulte, mature de chez DC Comics, mais ne vous attendez pas à voir l'anguille du roi des sept mers, puisque ça, vous le savez, c'est complètement interdit. Le duo créatif est aussi bon qu'une vraie bouillabaisse, Ramvi, excellent, et Christian Ward, non moins excellent, hein, qui vont nous livrer un récit d'horreur psychologique dans les profondeurs, à un endroit dans l'océan où les humains viennent tous jeter leurs vaisseaux spatiaux dont ils ne se servent plus. Et bien quelque chose qui n'a pas été construit par l'homme s'éveille, un temps c'est Michel Drucker qui venait tester un petit peu d'apnée, on sait pas, mais méfions-nous. Marvel va adapter dans une mini-série de 4 comics l'univers d'anthologie Wildcards qui est chapeauté, créé par George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui est assez d'actualité puisque ça raconte une histoire de virus extraterrestre qui peut modifier ton ADN et les extraterrestres choisissent de lâcher ça sur New York. Forcément, il y a juste 1,3 million de personnes et en Inde et en Chine, mais les extraterrestres sont toujours aussi fascinés par les États-Unis que certains patriotes français qui préfèrent aller vivre au Texas. Alors évidemment, il y en a qui vont survivre au virus, développer des super pouvoirs, donc ça crée un bac à sable assez intéressant. Et en parlant justement, tiens, de trucs intéressants et d'équipes encore complètement folles, hein, notamment sur le dessin, là, puisque Tom King va retrouver son compère Jorge Fornes pour une maxi-série en 12 chapitres sur le DC Black Label, toujours. Ça s'appelle Danger Street, ça reprend des personnages relativement obscurs qu'on pouvait voir notamment dans les DC First Issue Special, hein, donc Warlord, Métamorpho, Starman quand même, hein, et donc tous ces gens vont vouloir rentrer dans la Justice League, prouver leur valeur, et pour ça, eh bien, ils invoquent non moins que Darkseid pour justement lui botter le cul et avoir ça sur le CV, en gros, sauf que c'est comme quand tu donnes l'adresse d'une école un petit peu délabrée à Michel Fourniret, ça finit toujours par tourner mal, et donc il me tarde de lire ça, notamment pour les dessins. Jorge Fornes. Aïe aïe aïe. Marvel continue de combler les trous avec Roy Thomas qui va revisiter l'âge d'argent de Wolverine, le mutant griffu dans le X-Men Legends, hein, où on verra des histoires qui datent toutes d'avant le Giant Size X-Men numéro 1, la première fois Wolverine a intégré les X-Men pour venir leur filer un coup de main. Je pense que ce qu'on ne verra pas là-dedans, c'est qu'à l'époque, personne ne voulait de Wolverine, qui était vieux, qui était moche, dont on ne savait pas quoi faire. Hein. S'il était amnésique, c'est juste que personne ne voulait lui donner justement un passé. On verra ce qu'ils en font. Hein. Et puis en France, Xavier Fournier a annoncé le retour du magazine spécialisé dans les comics, Comic Box, hein, qui avait été arrêté il y a quelques années pour des questions de distribution et puis pour des questions probablement financières. Là, il revient chez l'éditeur Huggin & Munin et avec la même équipe éditoriale, donc c'est un grand retour. Hein. Et puis alors, il a aussi, il est dans le comeback en ce moment puisqu'il va racheter la licence Strange, hein, qu'il souhaite moderniser. Alors ça m'intéresse énormément. Lisez, lisez et lisez. Alors cette semaine, The Batman se rapproche. On sait à quel point l'équipe du film a fait en sorte de bâtir leur univers cinématographique en venant fouiller dans les comics, le matériau source. Ça peut paraître évident, mais c'est pas l'approche qui avait été retenue par un Todd Phillips, qui lui au contraire avait cherché un petit peu à s'en séparer, hein, voire même des fois il avait été un peu méprisant avec nous, les fans de comics, mais on lui pardonne volontiers. Là, il y a Robert Pattinson qui a partagé sa liste de comics Batman préférés. Alors je suis très content d'y retrouver un Birth of the Demon qui vient explorer la relation entre Batman et Ra's al Ghul, qui vient poser certaines bases du run de Grant Morrison. Batman Damned, Arkham Asylum, Batman Shaman, que j'aime beaucoup, qui vient inaugurer en plus l'excellente série qui était Legends of the Dark Knight. Et puis alors Batman The Man Who Fall, hein, qui vient explorer le passé, les origines vraiment de Bruce Wayne. Alors on est vraiment dans les origines et dans l'aspect quasi surnaturel de la chauve-souris, ça sent très très bon. Et alors Matt Reeves, on sait que lui, il s'est inspiré de Batman Ego, hein, Ego, donc c'est un artbook parce que c'est Darwin Cook au dessin, donc déjà rien que pour ça c'est une merveille. Et alors l'histoire en plus est excellente puisque ça vient explorer la psyché de Batman, hein, et on le dépeint pas spécialement comme un héros mais plutôt comme quelqu'un de relativement instable, hein, et pourquoi pas. Et puis alors bon,
si vous voulez vous enchaîner avec Catwoman, One in Rome, le dernier braquage en VF, c'est un petit peu plus classique, mais c'est tout aussi beau, c'est tout aussi bien. Et puis Darwyn Cooke, ça reste un des grands maîtres des comics, donc c'est très très bien qu'Urban nous réédite des albums dans un beau format. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Encore merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Au moins je suis comme à côté de vous quand vous regardez le JT. Parfois j'en vois qui mettent le lait avant les céréales, et ça, bon, il va falloir se calmer un petit peu, mais bon, je vous aime quand même. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté, liberdad dans le JT Comics, qui est là depuis 336 JT du coup, puisque je vous rappelle que dans le premier, c'est moi qui avais fait les messages, puisque j'avais personne. Je vous fais de gros bisous, faites attention à vous, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Apparemment, Sebastian Stan va jouer un type qui confond Tinder et Uber Eats, puisqu'il va sur des applications de rencontres, mais il est cannibale. Je suis sûr qu'ils sont allés voler ça dans une fanfiction, puisque le nombre de fois où on lui a fait bouffer le cul de Captain America, ça a dû laisser des traces.